Bonjour à tous et bienvenue dans ce Daily Débrief numéro 4. Au programme aujourd'hui, dans un premier temps, réponse à vos commentaires par rapport au Daily Débrief numéro 3. Ensuite, quelques points d'actualité, nous allons parler avions de combat en Pologne. Et ensuite, derrière, nous allons étudier des images et des vidéos. Tout ça après le jingle. Alors bonjour Laurence, qu'est-ce que nous avons au niveau des commentaires et des demandes? Alors nous allons commencer par le commentaire concernant les traînées de condensation. Effectivement, sur certaines vidéos, nous voyons des traînées de condensation et d'autres non. Pourquoi? Oui, effectivement, donc là on voit sur cette vidéo des avions en patrouille qui font des traînées de condensation. Eh bien, ça s'appelle également des cirrus homogenitus. Ce sont des nuages de haute altitude qui proviennent en fait de la condensation de l'eau juste derrière les réacteurs. Et pour ça, il faut des conditions météo assez particulières qu'on retrouve à très haute altitude. Est-ce qu'il y en a sur les avions furtifs? Effectivement, à partir de 7-8 000 mètres d'altitude, si les conditions sont réunies, vous allez en retrouver même sur un F-22, même sur un F-35, donc on va pouvoir voir l'avion furtif. Du coup, d'un point de vue tactique, ça a un impact? Oui, ça a un énorme impact d'un point de vue tactique, c'est pour ça qu'on vole souvent par patrouille, patrouille de 2, patrouille de 4, et lors de ce vol en patrouille, dès que votre leader commence à faire une traînée de condensation, il est du rôle et du devoir d'un des équipiers d'annoncer leader marking plus l'altitude à laquelle on se trouve. Comme ça nous permet de savoir l'altitude à laquelle commence ces traits de condensation et on peut en sortir par au-dessus. Donc imaginons il y a des traits de condensation entre 27 000 pieds et 33 000 pieds, on va préférer tourner à 34 ou 35 000 pieds de manière à être plus discret. Autre commentaire sur le porte-avions, où se situe-t-il? Certains pensent qu'il est du côté de la mer Noire. Effectivement, alors il n'est pas du côté de la mer Noire, pour une raison très simple, la convention de Montreux qui est en Suisse. Et cette convention, elle date des années 30 et elle stipule le cadre dans lequel des navires ont le droit de rentrer dans la mer Noire. Et la mer Noire, elle est fermée par deux détroits, un détroit du Bosphore, un détroit des Dardanelles. Et pour y pénétrer, une nation qui n'a pas de côte au niveau de la mer Noire, elle a le droit d'y mettre qu'un maximum de 9 navires de combat, pour un total de 3 semaines, 21 jours. Pour un tonnage, on parle en tonnage, en nombre de tonnes sur les bateaux, maximum de 30 000 tonnes, avec 10 000 tonnes maximum par bateau. Donc, en français, ça veut dire quoi? Eh bien, d'un point de vue droit international, le porte-avions Charles de Gaulle n'a pas le droit de rentrer en mer Noire, donc voilà, il n'ira probablement absolument jamais, et il est sûrement au large de Chypre, au large de la Grèce, ou il pourra même être au large de Toulon en fait. Du coup, cela veut dire qu'il reste assez loin, cela veut dire aussi qu'il y aura des avions de ravitailleurs, c'est bien cela? Effectivement, pour pouvoir faire l'émission en Roumanie, comme on disait dans la dernière vidéo, il y a ces fameux avions ravitailleurs qui sont absolument nécessaires, donc soit de la coalition, en France on a par exemple la 330 MRTT maintenant ravitailleur, soit Nounou, donc un avion du groupe aérien qui fait ravitailleur. En parlant d'avions ravitailleurs, il y a eu de nombreux commentaires au sujet que les avions ravitailleurs étaient des Rafales. Un petit mot sur le sujet? Oui, alors effectivement, quand on parle de la mission de Nounou, donc pour le groupe aérien embarqué, qu'on appelle également le GAE, il faut bien comprendre qu'on n'a pas un nombre extraordinaire d'avions. Certaines personnes se sont étonnées qu'on utilise un Rafale pour faire du simple transfert de carburant. Il faut bien comprendre que le groupe aérien à la mer, il y a des hélicoptères, il y a des avions radars, les Hawkeye, mais après il y a du Rafale ou du Rafale. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc on utilise ce qu'on a, comme les Américains qui utilisent leur F-18 pour faire du ravitaillement. D'ailleurs, aux États-Unis, ils sont en train d'étudier le fait d'utiliser des drones, c'est bien cela? Effectivement, donc pas que du F-18 pour faire du ravitaillement, mais également un projet en cours, le MQ-25 Stingray, qui lui est un drone qui pourrait transférer plus de 7 tonnes de carburant de manière automatique et après revenir se poser en automatique encore sur le porte-avions. Ça a été testé sur le CVN-70, le Carl Vinson. Ça me fait penser à une scène dans le film Furtif, non? Effectivement, donc là on sort du dossier. Furtif, c'est un film de 2005 qui a été très mal noté, je crois qu'il a 1,9 sur 5 sur Internet, mais il y a des sujets très intéressants. Vous avez notamment celui de l'intelligence artificielle dans le drone, et vous avez celui de ces avions ravitailleurs en permanence en l'air pour faire station-service. Du coup, tu le conseilles?
Oui, moi je vous encourage à aller le regarder avec un œil plus moderne, hein. Ça fait quand même 17 ans qu'il est sorti. Et puis je dois bien avouer que je l'aime bien ce film. On va commencer par le sujet où le secrétaire d'État des États-Unis annonce qu'il livrerait des avions de chasse en Pologne. Un mot sur le sujet? Oui, effectivement. Donc le chef de la diplomatie américaine communique beaucoup sur ce sujet. On entend beaucoup parler. Donc nous, notre objectif, c'est de rester technique et apolitique. Là, c'est un sujet qui est grandement politique. Néanmoins, on veut vous donner un petit peu de la grille de lecture. Nous avons parlé la dernière fois de la fameuse no-fly zone qui a été refusée par l'OTAN pour des raisons de non-engrenage dans la Troisième Guerre mondiale. Pour ce qui est de cette livraison d'avions en Pologne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle dans l'OTAN, il n'y a que 3 pays qui disposent de matériel de l'ex-URSS qui pourrait être utilisable par les forces armées ukrainiennes. Lesquels? Donc on va voir la Bulgarie, la Slovaquie et la Pologne. Et il semblerait que la Slovaquie et la Bulgarie ont dit absolument non. Alors ils ont du MiG-29 ou du Sukhoi 25. Et vous avez la Pologne qui à l'heure actuelle a une bonne demi-douzaine de MiG-29 et également des Sukhoi 22. Ce sont les mêmes versions? Alors légèrement différentes que ce qu'utilisent les Ukrainiens. Donc les Ukrainiens, ils ont une version, on va dire, qui n'est pas au standard OTAN. Donc le standard OTAN, c'est principalement de la radio, communication, de la navigation. Donc d'un point de vue avionique, en fait, les avions, les MiG-29 polonais sont légèrement différents que ce qu'ont utilisé les Ukrainiens. Donc légère différence. Ça veut dire que d'un point de vue humain, il faudrait former rapidement les pilotes? Alors, là encore une fois, dans l'hypothèse, et c'est pour bien vous donner les grilles de lecture, dans l'hypothèse où il y aurait cette livraison, à l'heure actuelle, les Polonais ont dit absolument pas, mais c'est un sujet récurrent dans les actualités, donc nous allons le traiter. Eh bien, la transformation, parce qu'on parle de transformation, quand on prend un pilote et qu'on change de machine ou de version de machine, elle pourrait se faire en, il faut être franc, que quelques jours. La base, l'aéronef, la machine, le vecteur, comme on dit, est le même, c'est une MiG-29. D'un point de vue avionique, il y a des petites différences. Le gros danger, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre avoir utilisé la machine et savoir max performer, être très efficace avec au combat, là où chaque petite seconde, chaque mouvement de doigt, la mémoire musculaire, comme on vient d'entraîner en tant que pilote de combat, peut être impactée. Donc les transformer en quelques jours, c'est possible, les pilotes, il n'y a pas trop de soucis dessus. Ça demanderait également de transformer un petit peu les machines. Et les mécaniciens? Mais justement, c'est vrai, les mécaniciens, c'est pareil. Si ce sont des versions qui ont plus d'avionique, il y a un peu plus de travail d'un point de vue mécanicien. Donc il ne faut pas oublier qu'un avion ne vole que grâce aux mécaniciens, que si il y a ce genre de transfert, les mécaniciens devront être formés également. On parle d'une dizaine d'avions. Est-ce que concrètement, ça peut avoir un impact? Quel impact pour un champ de bataille? C'est vrai que, alors là, on peut prendre un petit peu de recul. Moi, j'ai participé à la reprise de la ville de Ramadi en 2015-2016. La ville de Ramadi, c'était 400 000 habitants. C'est en gros un cinquième de Kiev. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous avez des drones qui sont au-dessus, les drones, ils regardent un peu à travers des optiques. C'est des sortes de pailles, donc ils voient le micro. Quand vous voyez des vidéos Twitter, c'est la même chose. Vous voyez l'angle d'une rue, vous voyez un char qui brûle, c'est de l'angle micro. Mais un champ de bataille, c'est macro. Et c'est là aussi qu'il y a la valeur du pilote depuis son cockpit à haute altitude. On voit l'ensemble du champ de bataille. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette prise de recul, elle est nécessaire. Comme tu l'as dit, Laurence, on parle d'une dizaine d'aéronefs. Voilà, 10 avions sur un pays qui est plus grand que la France, c'est du micro. Mais, comme partout, il y a une dichotomie. Et le macro est fait d'une succession, d'une addition de micros. Et concrètement, on va revenir au sujet, mais pourquoi les États-Unis envoient des avions en Pologne? Alors, pourquoi il y a cette discussion? Parce qu'à l'heure actuelle, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'envoi, même si un jour c'est oui, un jour c'est non, à coup de tweets interposés entre les organes officiels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis ne disposent pas de MiG-29. Ils ne disposent pas d'avions de l'ex-URSS. Quelques-uns dans un escadron en Nevada, mais pas assez pour aider les Ukrainiens. Donc l'idée qui a été proposée par Antony Blinken et son équipe, c'est la Pologne fournit des avions aux Ukrainiens, fournirait des avions aux Ukrainiens, mais la Pologne, elle se retrouve donc à perdre des avions de combat, et ce sont les Américains qui sponsoriserait la Pologne d'une certaine manière et leur donnerait, là il y a 3 axes de réflexion, soit des vieux F-16, donc parce que les Polonais, l'armée de l'air polonaise dispose d'une 50aine de F-16, on leur donnerait des vieux F-16 que les Américains sortiraient de dépôt, soit ils prélèveraient des F-16 qui sont actuellement en service dans l'US Air Force, ils en ont beaucoup, soit eh bien, les Polonais ont acheté des F-35 qu'ils n'ont pas encore reçus, ils ont passé commande pour 32 F-35 pour plus de 4 milliards de dollars, et ils seraient prioritaires, ils auraient des livraisons de F-35 anticipées.
Avant d'ailleurs de commencer avec les vidéos, nous allons parler de photos de prisonniers de guerre qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Un petit mot sur le sujet, Athé ? Oui, donc là il y a un sujet assez grave en fait qui a été banalisé sur les réseaux sociaux. Je ne peux que vous encourager à ne pas repartager, vous ne trouverez pas sur notre chaîne d'images ou de vidéos de prisonniers de guerre pour une raison très simple, la Convention de Genève. La Convention de Genève, en tant que militaires français, nous l'appliquons en permanence. Quand on partait au combat, on partait avec la Convention de Genève sur nous. Il y avait notre photo, grade, prénom. En fait, on a le droit de donner matricule, notre date de naissance, notre nom, notre prénom. En gros, la Convention de Genève a dit ça. Ensuite, derrière, tout ce qui est partager des images qui peuvent atteindre l'honneur d'un individu qui a été fait prisonnier de guerre, c'est absolument interdit. Il y a 2 articles qui rentrent, on va dire, qui cadrent un petit peu tout ça. L'article 13 de la Convention et l'article 14, et ces diffusions sur les réseaux sociaux susceptibles de porter atteinte à l'honneur des prisonniers de guerre, eh bien c'est absolument interdit par la Convention de Genève. Le responsable dans un cas comme ça, c'est le pays, donc là, dans ce cas-là, c'est l'Ukraine, mais je ne peux que vous encourager à ne pas partager ces images qui sont contraires. Maintenant, nous allons regarder cette vidéo, une vidéo assez rare, où un hélico en basse altitude a été tiré par un missile sol-air. As-tu un petit mot ? Oui, effectivement, c'est la vidéo qui a un petit peu tourné très fort sur les réseaux sociaux. Vous avez été des dizaines et des dizaines à nous l'envoyer, celle-là. Moi, elle m'a fait mal. Elle m'a fait mal pourquoi ? Parce que c'est un petit peu la hantise de tout personnel navigant. C'est se prendre un missile solaire en pleine face comme ça à très basse altitude. C'est une vidéo qui doit également, si vous êtes dans les plus jeunes ou si vous avez jamais connu le combat, c'est une vidéo qui peut vous permettre de prendre du recul et de comprendre dans la 3e dimension à quoi ça ressemble la guerre, et ça ressemble à ça ressemble à de l'attrition. Tout va bien, vous dites que vous êtes dans une situation d'avenir pour les 10 prochaines minutes, et en l'espace de 2 secondes, vous êtes mort, et je pense qu'ils ne l'ont même pas vu venir. Donc, si vous voulez vous engager dans l'armée, si vous êtes militaire d'actif, c'est des choses à garder en tête. C'est la réalité du combat en HD qui nous est parvenue. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette image ? L'hélicoptère, c'est probablement un Mi-24 ou un Mi-35, donc un Hind, un hélicoptère d'attaque au sol, équipage de 2 personnes, à peu près 11 tonnes 5 en masse maximum au décollage. 11 tonnes 5, c'est quasiment la masse d'un super étendard, donc c'est du gros hélicoptère de combat. Vous avez 2 turbines dessus, de plus de 2000 chevaux chacune, et il semblerait qu'il ait décollé il y a très peu de temps et qu'il partait pour aller attaquer probablement des troupes au sol ukrainiennes. Au niveau du départ missile, vous voyez qu'il y a de la fumée. Qui dit fumée dit propulsion. Et grâce aux images, grâce à l'arrière-plan, eh bien, des personnes sur Internet ont réussi à faire un travail de géolocalisation et ont réussi à donner la position exacte, les coordonnées exactes de ce lieu qui est pas très loin de la région de Kiev. On sait par quoi ont été prises ces images ? Alors oui, c'est sûr qu'au début, les images étaient tellement de bonne qualité, tellement propres, que ça faisait film ou jeu vidéo, et ça a vraiment attiré l'attention de tout le monde. Il semblerait que ça soit pris d'un drone civil type DJI, les petits drones, et qu'il regardait dans la bonne direction, soit par chance, soit parce que un hélicoptère ça fait quand même du bruit. L'opérateur l'avait tourné dans le bon sens en entendant lui depuis le sol, mais également il semblerait, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, qu'il y avait une base pas très loin. À noter que l'hélicoptère est tout seul. Encore une fois, normalement, voilà, on va dire des doctrines plus autant, on aime bien travailler à plusieurs. Le fait de travailler à plusieurs, ça fait que s'il y en a un qui se fait tirer dessus, l'autre hélico, il va tirer de là où provient le tir. C'est d'ailleurs des techniques chez les A10. Tu penses que ça peut arriver encore ? Ah oui, je pense que ça va continuer à arriver, et je pense surtout que cette vidéo, elle a rappelé à tout le monde ce qu'était la guerre dans la 3e dimension. Encore une fois, on parle que de 3e dimension ici, et que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié en Europe. Pourquoi on l'a un peu oublié en Europe ? Parce que les conflits sur lesquels nos armées ont participé ces dernières années, il y avait très peu d'attrition. Alors il y en a eu un petit peu en Afrique ou autre, mais très peu d'attrition dans la 3e dimension. Voler à basse altitude, comme ça, c'est très dangereux. Les pilotes d'hélicoptères, je retire mon chapeau, c'est très dangereux, ils prennent énormément de risques. On peut regarder ce qui s'est passé en Afghanistan, avec les Russes. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 79 et 89, en à peu près 9 ans de conflit, 451 aéronefs abattus, dont 333 hélicoptères. Et ça, les Russes, je pense qu'ils s'en rappellent. Est-ce que tu peux nous dire par quel type de missile sol-air c'est arrivé Alors c'est dur à dire. Moi je pense qu'on va devoir étudier un petit peu plus en détail. Au début je pensais peut-être à un Stinger, mais ça serait peut-être un système polonais parce qu'il est vraiment très bas. Donc on va continuer à étudier un petit peu, étudier tout ça, et je pense qu'on en parlera dans le prochain Daily Debriefer.
D'ici là, eh bien, ce qu'on a fait, c'est on a créé une nouvelle page sur le site web débrief.org sur lequel on va ranger tous les daily débriefs, ce qui vous permettra d'avoir accès à toute l'information sur une seule page web. C'est souvent plus facile à utiliser que YouTube et ça vous permet également directement de nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos questions à info@mac3.org. Vous pouvez le faire directement depuis le site web. Et d'ici là, fly Fly safe. safe.